Bonjour, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition des Matins HEC. Alors, je suis chargé de vous présenter les excuses d'Emmanuel Chin, qui, comme vous pouvez le voir, n'a pas pu être présent de manière absolument exceptionnelle ce matin, et il m'a demandé donc de présenter notre invité d'aujourd'hui. Notre invité d'aujourd'hui, vous le savez, c'est Jean-Marc Janaillac, donc le président d'Air France KLM, qui est aussi un ancien HEC, puisque vous êtes diplômé, je crois, de la promotion 75. Excellent. Voilà, excellente promotion, effectivement. Mais il faut dire qu'il s'en est fallu de peu, en fait, que vous ne passiez pas par Juan Josas, puisque vous êtes avant tout, Jean-Marc Janaillac, un littéraire. Vous êtes un grand lecteur, il paraît que vous aviez lu tout Balzac à 15 ans, et c'est donc très logiquement en Hippocagne que vous vous êtes inscrit lorsque vous avez terminé vos études au lycée dans votre Dordogne natale. Quelques hésitations sur le métier de professeur et les conseils avisés de vos parents vous ont finalement détourné de cette voie et conduit vers HEC. HEC où vous allez pouvoir rencontrer plusieurs camarades éminents tels que François Hollande et Vincent Beaufils ici présents. Vous le connaissez. Alors il faut dire que dès cette époque, vous saviez bien vous entourer. Vous avez passé, je crois, votre service militaire en compagnie de Jean-Pierre Jouyet et Michel Sapin à l'école d'artillerie de Draguignan. Et je crois d'ailleurs savoir que vous avez acquis des titres à leur reconnaissance en partageant avec eux les foie gras maison qui vous étaient envoyés pour améliorer l'ordinaire de la vie de garnison. Du reste, vous retrouverez ce même François Hollande à l'ENA, puisque vous faites partie de cette fameuse promotion Voltaire, dont sont aussi issus Dominique de Villepin, Ségolène Royal et bien d'autres. Alors malgré cette rude concurrence à l'ENA, on vous voyait bien, vu votre parcours brillant, sortir dans la botte. Ce ne fut pas le cas parce que vous avez eu un 0 sur 20 à l'ENA dans une matière assez inattendue, la calligraphie. Et oui, il paraît que vous avez une graphie illisible qui vous a valu cette très lourde sanction, qui a valu également à votre assistante le surnom de Champollion, à ce qu'il paraît. Du coup, vous sortez dans le corps préfectoral, et pas à l'institut, à l'inspection des finances, mais bon, avec HEC et l'ENA, on peut dire que vous n'étiez pas trop mal parti dans la vie. Aussi, est-ce avec une certaine surprise qu'on vous voit vous orienter vers le secteur du tourisme, qui n'est pas le secteur classique vers lequel se dirigent les énarques. Vous occupez plusieurs postes importants au secrétariat du tourisme. Vous êtes pendant 10 ans le directeur général de la Maison de France, qui s'appelle aujourd'hui Atout France et qui est chargé donc de la promotion du tourisme à destination de l'Hexagone. Vous avez ensuite dirigé la compagnie aérienne AOM, puis le groupe hôtelier Maeva, deux sociétés qui avaient à l'époque des difficultés, et vous êtes passé par l'Office du tourisme de Paris. Mais c'est en 2002 que votre carrière de dirigeant décolle véritablement. Vous vous faites repérer et recruter par Anne-Marie Idrac, qui est alors la présidente de la RATP, et qui vous confie les rênes de RATP Développement, une structure qui est chargée de développer le chiffre d'affaires de la RATP à l'international. On peut dire que vous y avez réussi, puisque en 8 ans, vous avez, je crois, multiplié le chiffre d'affaires par 40, passant de 20 millions d'euros annuels à 800 millions environ. Vous avez remporté plusieurs contrats majeurs, le métro d'Alger, le tramway de Casablanca et celui de Florence, par exemple. C'est aussi lors de cette expérience que vous montrez un certain style de management. On loue généralement votre tempérament franc mais respectueux, votre éthique et votre sobriété. Vos qualités humaines vous permettent d'instaurer un climat de confiance mutuelle avec vos collaborateurs. Il paraît d'ailleurs que vous avez eu la délicate attention d'offrir à Anne-Marie Idrac lors de son départ une affiche du film Le Dernier Métro dédicacée par Catherine Deneuve elle-même. Arrive mai 2012, vu votre réseau et votre expérience déjà solide dans le secteur des transports et du tourisme, on pouvait s'attendre à ce que vous rejoigniez le gouvernement, mais non. Vous décidez de décliner la proposition de l'Élysée. Et vous, à qui les salariés d'AOM ont fait une haie d'honneur lors de votre sortie, vous, à qui les salariés de RATP ont offert un petit gong coréen qui trône toujours, je crois, dans votre bureau, eh bien, vous avez pris goût à l'entreprise, à ses valeurs, vous avez pris goût à la richesse des rapports humains qu'elle comporte. C'est pour ses qualités, mais aussi pour votre expérience de redresseur, que Jean-Pierre Jouyet vous fait une proposition en 2012. Jean-Pierre Jouyet était à l'époque patron de la Caisse des dépôts, et c'était aussi un ami de longue date. Il vous propose donc de reprendre une de ses filiales, Transdev. Alors, on ne peut pas vraiment dire que c'était un cadeau qu'il vous faisait, vu la situation dans laquelle était Transdev à l'époque. Transdev était très gravement endettée, elle était dans la tourmente d'une fusion qui tournait mal avec Veolia Transport. Elle avait connu plusieurs échecs commerciaux et le climat social y était très difficile. Mais vous acceptez tout de même d'en devenir le PDG après quelques hésitations. Vous croyez que la situation est redressable et vous y engagez toute votre énergie. Vous réalisez une augmentation de capital, cédez certains actifs non stratégiques, renouvelez la quasi-totalité de l'équipe dirigeante.
Mais ce passage de chez Transdev vous donne aussi l'occasion de vivre un conflit social particulièrement dur avec le naufrage de la SNCM. La compagnie maritime corse, c'est 4% du chiffre d'affaires et 50% des ennuis, disait à l'époque l'un de vos collaborateurs. Finalement, les choses se règlent. Vous réussissez à remettre Transdev d'équerre. Elle reprend une situation financière saine, elle redevient bénéficiaire et l'affaire de la SNCF est soldée par sa reprise par le groupe Roca. Alors, on allait pu croire que quand ces choses s'étaient terminées, donc en 2016, vous alliez pouvoir prendre un peu de souffle, enfin, souffler un petit peu et retrouver peut-être le jardin de la maison familiale de Saint-Sulpice de Roumagnac, profiter notamment de ces 700 rosiers, je crois. Mais voilà, 2016, c'était aussi l'année où Alexandre de Gignac terminait son mandat chez Air France KLM. Alors le candidat idéal que recherchait le candidat d'administration est évidemment un dirigeant avec une forte expérience internationale, une bonne connaissance du monde des transports, ayant démontré des capacités à redresser une entreprise en difficulté, des qualités de négociateur, ayant l'expérience de l'actionnariat de l'État, ayant déjà dirigé une compagnie aérienne. Bref, c'était vous. Donc on comprend que votre nom ait été approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration en mai 2016. Alors les défis évidemment sont très nombreux. Vous avez vous-même qualifié la situation d'Air France de fragile devant une commission parlementaire. Vous nous détaillerez les difficultés que doit relever, les défis que doit relever Air France, son climat social, sa rentabilité, la faible valorisation boursière et les différents handicaps qu'elle peut connaître. Mais comme à votre habitude, vous avez pris ces sujets à bras-le-corps. Avant même votre entrée en fonction, vous aviez réussi à négocier une trêve des grèves pour 4 mois. Vous avez mis sur pied un nouveau plan stratégique qui met l'accent sur le collectif et sur la confiance, Trust Together, avec une proposition très audacieuse autour de la création d'une nouvelle compagnie. Alors bien sûr, la route est encore longue et il est probable que les rosiers de Saint-Sulpice de Roumagnac ne soient pas encore parfaitement taillés ces prochaines années, mais nous sommes nombreux à considérer que vous êtes à tous égards l'homme de la situation pour redonner du souffle à Air France KLM et c'est pourquoi nous vous remercions d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Dis donc, bravo pour cette intro. Je pense qu'Emmanuel n'a qu'à bien se tenir, parce que là, vraiment, tu as assuré comme il fallait. Bonjour à vous tous. Merci Jean-Marc de passer cette heure avec nous, avec ces 3 parties classiques. On va commencer par la courte revue de presse, rentrer dans les affaires d'Air France, le business, les questions de la salle après 9h, et puis quelques questions plus personnelles pour boucler cette heure d'horloge. Alors, je commence tout simplement par les échos ce matin, parce qu'il y avait eu quelques bons chiffres pour Air France qui ont été divulgués hier. C'est le trafic sur le mois de mars. Air France KLM confirme l'embellie de son trafic, donc le titre est sympa, tout va bien, enfin. Et quand on rentre dans l'article, c'est déjà un peu plus, non pas préoccupant, mais plein de questions que tu vas juste esquisser là. La première, c'est que Transavia, la compagnie low cost, se développe beaucoup, beaucoup plus vite que la compagnie mère. Et puis que les cousins hollandais, d'ailleurs, je ne sais pas s'il faut que je les appelle les cousins, les frères, ou simplement... les partenaires hollandais de KLM font eux aussi beaucoup mieux qu'Air France. Donc, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle? D'abord, c'est une très bonne nouvelle. Le fait d'avoir globalement un trafic qui se développe après une période particulièrement difficile liée à l'environnement géopolitique, en particulier les attentats en France. Donc, c'est une bonne nouvelle. Les touristes, en particulier les touristes lointains, japonais, américains, chinois reviennent. Donc, et puis par ailleurs, on a de très bonnes nouvelles sur l'activité globale en Europe, du trafic en Europe. Donc globalement, c'est une très bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que Transavia se développe très bien. Alors, dans tout le monde aérien, les low cost start-up se développent par définition plus vite que les maisons mères. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et la très bonne nouvelle, c'est que le nombre de passagers, la croissance des passagers chez Transavia est supérieure à la croissance de l'offre. Donc ça veut dire que là-dessus, on est sur une trajectoire très, très positive. Alors effectivement, l'ombre au tableau, c'est que Air France ne se développe pas aussi vite que KLM. À ça, il y a des raisons conjoncturelles et structurelles.
conjoncturel parce que l'année dernière, il y a eu, je veux dire, chez KLM, je veux dire, un peu moins de passagers pour des raisons opérationnelles. Donc, on part d'une base un peu inférieure. Et deuxièmement, c'est que l'offre de KLM s'est développée plus vite parce que techniquement, KLM est en train de remplacer des avions combi, c'est-à-dire des avions qui transportent des passagers et du fret, donc avec moins de sièges, par des avions qui ne sont que passagers, donc avec un peu plus d'offres. Et ce qui explique en partie. Mais globalement, tout le projet, on y reviendra sous Gazer, c'est de donner à Air France les moyens de croître plus vite de ce qu'il croit aujourd'hui. Mais globalement, c'est une très bonne nouvelle. Et on viendra aussi avec concurrence, compétition avec KLM. Deuxième sujet traité par Le Figaro, on prend un peu d'altitude, c'est la rencontre qu'il y a eu entre Christine Lagarde et Angela Merkel en croisade contre le protectionnisme. Quand on est patron d'Air France, effectivement, j'imagine qu'on s'inquiète devant un monde qui peut avoir tendance à se refermer. C'est clairement notre métier, c'est de transporter des passagers, des hommes et des femmes, et de transporter des biens. Et par conséquent, tout ce qui est un monde ouvert va dans le sens d'abord de notre métier et aussi, j'en suis convaincu à titre personnel, des échanges d'idées, des échanges de biens, etc. Et donc, par conséquent, on s'inquiète. On n'est pas les seuls à s'inquiéter. J'étais il y a 15 jours à New York avec le PDG de Delta et qui réunissait ses grands clients entreprises et agences de voyage. Et il y avait avec nous un des partenaires de Delta, dans lequel Delta a 49%, Aeromexico. Et le patron de Delta a expliqué que nous, notre mission, transporteur aérien, c'était de construire des ponts et pas de construire des murs. Donc l'allusion était parfaitement claire au fait que même les compagnies aériennes américaines s'inquiètent effectivement des tendances aux États-Unis, mais qui peuvent exister ailleurs, au protectionnisme, clairement. Alors nous, on ne construit pas des murs en Europe, mais il y a des craintes, en tout cas, à lire l'opinion aujourd'hui sur Schengen. Il y a un rapport du Sénat qui, effectivement, a analysé les conséquences de Schengen et d'une éventuelle sortie de Schengen. Je ne parle pas de sortie de l'euro, mais simplement de la mise en veilleuse de Schengen. Est-ce que pour une compagnie aérienne européenne, la mort de Schengen serait un cauchemar ? Un cauchemar, non, ça compliquerait les choses. Il n'y a pas Schengen entre la France et la Grande-Bretagne. Il y a beaucoup de liaisons. Donc ça prouve que c'est tout à fait possible de vivre sans Schengen. On a vécu comme ça avant. C'est clair que ça compliquerait les trafics, la fluidité. Ceci étant, les mesures qui sont prises actuellement concernant l'état d'urgence sont déjà des mesures qui compliquent plus que par le passé le trafic et la facilité de se déplacer d'un pays à l'autre. Donc cauchemar, non, ça rendrait plus compliqué les opérations. C'est tout. Un petit détour par Challenge et sa page 36, où à l'occasion du reclassement de la participation de Peugeot, on s'est livré à un exercice de savoir où seraient mieux logées les participations de l'État. Actuellement, les 17% que l'État a dans Air France sont à Bercy, dans l'agence des participations de l'État, et il y a une volonté, en tout cas beaucoup d'acteurs qui connaissent très bien la manière dont réagit l'État actionnaire trouveraient que ce serait plus raisonnable de mettre l'ensemble de ces participations plutôt à la BPI, au sein de la Caisse des dépôts, pour avoir plus de flexibilité, plus d'indépendance, plus de capacité à exercer une bonne gouvernance. Est-ce que ce serait une bonne idée d'une façon générale ? Est-ce que l'État te fiche la paix ou est-ce que l'État te téléphone à tout bout de champ ? Alors, premièrement, l'État a 17% du capital d'Air France KLM, donc l'État français n'est pas majoritaire, il est minoritaire au conseil d'administration. Entre parenthèses, ce n'est pas l'État qui choisit le PDG d'Air France KLM, c'est une comité de nomination du conseil d'administration où l'État est très minoritaire. Et donc là-dessus, on est relativement, indépendant, et l'État ne téléphone pas tous les 4 matins. Il faut quand même dire que les compagnies aériennes, surtout les compagnies aériennes flagship au sens américain, ont un rôle spécial, et que dans tous les pays,
que l'État soit ou pas au capital de la compagnie aérienne, il a une relation spécifique parce que la compagnie aérienne, c'est d'une part beaucoup l'image du pays à l'international, c'est aussi un facteur de souveraineté, c'est ce qui permet de relier le pays au monde extérieur, et donc il y a un type de relation qui est spécifique. Et donc le fait d'être actionnaire à 17% pèse relativement peu, et très clairement, on a avec l'État, j'ai vécu d'autres situations où l'État était actionnaire avec beaucoup plus de problèmes, on a les relations avec l'État qu'on aurait avec un actionnaire qui est un des premiers actionnaires de la compagnie, ni plus ni moins. Alors que ça soit à l'APE ou à BPI, je ne pense pas que ça change beaucoup des choses. En tout cas, pas des coups de téléphone, parce que si je suis bien informé, je vous prends un exemple qui est arrivé jusqu'à mes oreilles, quand tu as souhaité nommer quelqu'un directeur général d'Air France après la disparition donc de son PDG, le candidat que tu avais choisi n'avait pas l'heure de plaire à Manuel Valls, Jean-Pierre Jouyet, Alain Vidalis, qui, paraît-il, tous trois t'ont passé un coup de téléphone et t'ont dit que c'était vraiment pas le candidat qu'ils souhaitaient. Est-ce que c'est vrai et est-ce qu'on peut quand même gérer une boîte avec ce genre d'appel téléphonique? Non, c'est pas exact. Ni Manuel Valls, ni Jean-Pierre Jouyet, ni Alain Vidalis ne m'ont appelé sur ce sujet-là. Je les mens formellement. Bon, et donc le candidat choisi était ton candidat? Ça, c'est des processus internes que je n'ai pas à mettre sur la place publique. Il y a eu un processus de décision où il y avait deux très bons candidats avec des avantages et des inconvénients. Et je suis très heureux d'avoir fait le choix de Franck Terner comme directeur général qui gère Air France avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de force et une très très bonne connaissance de l'entreprise. Je termine avec quelque chose qui n'a rien à voir avec l'industrie du transport aérien, encore que on apprenait ce matin, c'était pas dans la presse, vous l'avez peut-être entendu en écoutant la radio dans vos voitures ou sur vos podcasts, que la capitalisation boursière de Tesla, 84 000 voitures, avait dépassé celle de General Motors, 10 millions de voitures. Je me souviens que tu as dit à un moment donné que la capitalisation d'Air France était quote unquote ridicule. Quelle impression ça te fait de voir ce genre de valorisation, que soit celle de Tesla ou que soit celle peut-être de compagnies low cost qui sont beaucoup mieux valorisées par le marché que les compagnies traditionnelles? Alors, de manière générale, et peut-être après sur Air France, de manière générale, c'est clair que les valorisations boursières actuellement accordent beaucoup plus d'importance à un futur hypothétique qu'à un présent réel. Chez Trazev, on regardait la valorisation de Uber contre lesquels on était concurrents aux États-Unis. Et clairement, je veux dire, à un moment donné, la valorisation de Uber, c'était 25 fois ses pertes. Donc on est effectivement dans une logique qui est totalement différente, puisque l'idée, c'est qu'un jour, ils vont se retrouver dans une situation telle qu'ils vont faire d'énormes bénéfices et que l'entreprise retrouvera la valeur qu'on lui donne aujourd'hui. Mais ça, c'est complètement hypothétique. Donc je pense qu'il y a un mode de valorisation qui est là fondé sur quelque chose une logique différente et qu'on ne peut pas comparer. Pour ce qui concerne Air France, effectivement, on a une valorisation. Alors elle a augmenté depuis le moment où je disais qu'elle était ridicule. Le cours a pris 40%. Donc ça, c'est un peu moins ridicule, mais ça reste aux alentours de 2 milliards d'euros, donc à des niveaux extrêmement faibles et qui ne correspond pas à la réelle valeur je pense être d'une part les actifs actuels et d'autre part le potentiel de l'entreprise. Mais c'est notre métier, c'est notre mission et notre job que d'expliquer aux analystes en quoi il faut qu'ils soient plus optimistes sur l'avenir du groupe Air France KLM. Et on se disait que 2 milliards d'euros, c'était à peu près le prix de 5 à 380. Il y en a une dizaine, plus 230 autres avions dans la valeur. Ils ne sont pas tous la propriété d'Air France, mais enfin, c'est juste pour qu'on ait un peu une idée, effectivement, de ce chiffre ridicule. Même on en a 500 avions, plus de 500. Plus de 500, oui. Pourquoi je pensais au long courrier, c'est ça? Comment est-ce que je fais pour me tromper? Donc, tu as été nommé il y a un peu moins d'un an, tu as fait le tour de la maison rapidement, et puis tu as lancé donc à l'automne ce plan qu'on évoquait tout à l'heure, Trust Together. Trust, la confiance, ça veut dire que la confiance manquait,
Oui, clairement, le choix des termes de ce qui était un projet et pas un plan est indiqué, était basé sur le sentiment que j'ai eu après quelques semaines de tour dans les deux entreprises, qui avait dans ce groupe un problème de confiance entre les différentes catégories de personnel, puisqu'une compagnie aérienne est une compagnie avec des professions extrêmement spécifiques, les pilotes, le personnel navigant commercial, le personnel au sol, et avec des formes de tension et de manque de confiance entre ces catégories, surtout lorsque il s'agit de faire des efforts. Chacun a regardé les efforts au millimètre près que faisaient les autres par rapport aux siens. Donc ça, c'est le premier point. Manque de confiance dans la direction générale, manque de confiance entre Air France et KLM, et aussi manque de confiance dans le groupe et dans son avenir. Et donc tout l'objectif, c'était de retrouver le chemin de cette confiance, d'où le terme « Trust Together ». Il y a un proverbe néerlandais qui s'applique parfaitement, qui dit, je ne dirais pas en néerlandais, qui dit que la confiance vient au pas d'un homme et part au galop d'un cheval. Et donc ça veut dire qu'il faut du temps pour établir la confiance, et que la problématique actuelle du groupe, c'est qu'on est dans un secteur extrêmement concurrentiel où on a des pressions externes très importantes, et que ce temps-là, on n'en dispose pas. Donc la problématique, c'est de reconstruire une démarche de confiance un peu le dos au mur, et sans avoir véritablement le temps de bâtir une relation qui doit s'appuyer sur des preuves. Le dos au mur, on l'a aussi avec les résultats. Ceux de 2016 ont été plutôt bons pour la compagnie. Mais là encore, quand on regarde entre les deux flagships, si j'en crois, là j'espère ne pas me tromper cette fois-ci, ce qui a été la marge opérationnelle d'Air France en 2016, 2,4%, la marge opérationnelle de KLM, 6,9%. Pourquoi Air France est-il à la traîne ? Alors là-dessus, il y a des facteurs endogènes et exogènes. Alors le problème d'Air France est celui, de beaucoup de compagnies qu'on appelle legacy, qui sont des compagnies anciennes avec des structures plutôt lourdes, et puis des personnels, en particulier navigants, qui ont des statuts, des situations qui sont relativement confortables. C'est aggravé chez Air France par l'environnement français. Il est clair que Air France est une compagnie qui exporte plus de 50% de son activité et qui a une seule usine. Cette usine, elle est à Paris, et on a 97% de nos salariés qui sont dans l'environnement français, sous le régime social français. Et donc ça veut dire que clairement, on a un delta de charges sociales qui est, qui est un delta qui est important. Alors non seulement par rapport aux compagnies du Golfe qui vivent dans un environnement totalement différent, mais par rapport à nos concurrents européens. Alors un delta de charges sociales, un delta de charges, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que le transport aérien français est bien plus taxé que n'est le transport aérien dans les pays européens. Je ne parle pas là aussi des compagnies du Golfe ou des compagnies asiatiques, mais on a estimé par exemple que si Air France avait ses activités aux Pays-Bas, et on est capable de mesurer la différence, on paierait 350 millions d'euros de moins de taxes. Les charges sociales, la différence, ça varie entre 400 et 500 millions d'euros par an avec les compagnies, avec les pays européens voisins. Et si on compare nos charges sociales par rapport à ce qui existe à Dubaï, on est à plus d'1 milliard. Donc il est clair que structurellement, on est dans une situation défavorable par rapport à nos principaux concurrents, ce qui explique, outre l'effet endogène à la compagnie, ce qui explique la situation en retard en matière de résultats et de rentabilité d'Air France. Et c'est la raison pour laquelle on travaille dans deux directions. Premièrement, faire les efforts en interne, parce que ce n'est pas la situation externe qui doit nous exonérer des efforts qui sont réels et qui restent à faire. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits en caricature à Air France, comme effectivement souvent une entreprise où rien n'a bougé. Mes prédécesseurs
prédécesseurs ont mis en place, et Alexandre de Juniac en particulier, des plans qui font que Air France a supprimé 10 000 emplois ces 7 dernières années. Donc c'est tout à fait considérable. Il faut savoir que les personnels ont renoncé à une semaine de vacances, que sur les personnels navigants, il y a eu aussi des efforts de fait. Donc il y a eu des efforts, il faut les continuer, donc on doit continuer le travail. Mais il faut également, et c'est demain une réunion que nous avons avec l'ensemble des compagnies aériennes françaises, on n'est pas les seuls à souffrir de cet environnement, une demande que nous faisons dans cette période électorale à l'ensemble des candidats, de faire en sorte que le transport aérien français, alors on ne demande pas d'aide, on demande simplement que l'environnement français soit au niveau de nos concurrents européens, ce qui nous paraît être la moindre des choses. Donc voilà ce qui explique le fait que la situation d'Air France restera la C'est une demande qui est faite, c'est assez rare. Hein. Donc le ciel français Défi Action 2022, c'est la Fédération nationale de l'aviation marchande qui se réunit avec toi et puis les hautes autorités. Et alors, vous avez des propositions concrètes à coût nul pour l'État français. Ça, c'est tout à fait unique. Généralement, vous demandez des propositions concrètes à coût nul. Comment est-ce que tu peux effectivement lutter contre ce handicap de compétitivité à coût nul ? C'est ce qu'on va expliquer demain. On va dire, ça sera dans le journal simplement jeudi, donc on peut... Non, mais Chaland sera là et donc on réserve la primauté à la conférence de presse de demain. Bon. Mais je reviens sur ce sujet, sur le handicap d'Air France. Il y a le handicap interne, externe, et donc on l'a vu tout à l'heure. Un des grands projets d'Air France, c'est ce projet de nouvelle compagnie, Boost. Ça veut dire qu'en fait, il était difficile, voire impossible, d'atteindre un niveau de compétitivité sous les couleurs d'Air France. Alors, premier élément, il faut voir que la situation d'Air France, c'est qu'on a un problème de coût, on n'a pas un problème de recettes. Le groupe, et particulièrement Air France, a les taux d'occupation, à part les low cost européens, mais si on prend les compagnies comparables et sur le long courrier, les taux d'occupation les plus élevés de l'industrie. Et par ailleurs, on a une recette unitaire qui figure parmi... au niveau de Lufthansa et Singapour, qui sont les compagnies qui ont les recettes unitaires les plus élevées, qui sont également les plus élevées. Donc très clairement, la situation, la difficulté, ce n'est pas un problème de recettes, ce n'est pas un problème commercial ou marketing, c'est un problème de coût. Alors après, il y a effectivement deux façons pour abaisser les coûts. Il y a travailler, comme on a dit, sur l'ensemble des coûts de la compagnie, et beaucoup d'efforts sont faits sur les escales, sur le siège, etc. Je ne détaillerai pas, mais ça a un certain nombre de limites. Et après, il y a effectivement faire ce qu'ont fait toutes les autres compagnies qui, soit en moyen courrier, ont des flottes spécifiques. C'est ce qu'a d'ailleurs fait KLM, qui a pour nourrir son hub à Amsterdam une compagnie filiale qui s'appelle KLM City Hopper, qui est une compagnie qui opère à des coûts inférieurs à ceux de KLM. C'est ce que Lufthansa fait avec Eurowings. C'est ce que IAG a décidé de faire, qu'ils font avec Vueling sur le moyen courrier, qu'ils font avec une filiale de Iberia sur le long courrier. IAG, c'est British Airways et Iberia. C'est British Airways et Iberia Aer Lingus. Donc, et c'est ce que fait Air Canada avec Rouge, etc. Donc, c'est pas original, c'est-à-dire de avoir à côté de la compagnie principale une compagnie sœur qui travaille dans des conditions différentes, à la fois en termes d'organisation du travail, mais aussi en termes de produits. Et donc là, il y a un aspect qui est un aspect social, mais il y a aussi un aspect marketing, on pourra y revenir plus tard. Oui, puis alors tu dis oui, parce que c'est pas une low cost, mais c'est des coûts inférieurs. Pour moi, low, ça veut dire inférieur, et cost, etc. Enfin, donc, comment est-ce qu'on fait une compagnie avec des coûts inférieurs qui n'est pas une low cost, avec du personnel qui fait à peu près la même chose que ce que fait... Enfin, c'est difficile d'expliquer ça. À
la fois aux clients et peut-être en interne aussi. Non, c'est parce que la réalité, c'est ce qu'on appelle low cost. En fait, maintenant, dans l'acceptation générale de low cost, c'est associé à un type de produit. Il y a des coûts inférieurs, mais il y a aussi un type de produit plus basique, plus frustre, où on a un service minimum. Si on veut, sur un long courrier, déjeuner, il faut payer. Si on veut mettre un bagage, il faut payer, etc., etc. Donc en fait, dans le low cost, il y a deux choses maintenant dans l'acceptation générale. Il y a les coûts, mais il y a aussi le service. Et donc ce qu'on dit, nous, c'est qu'on souhaite que cette compagnie ait des coûts inférieurs pour nous, mais qui ait un type de service différent, mais qui ne soit pas du style low cost de ce qu'est Transavia, par exemple, dans le groupe. Donc c'est un type de service qui sera beaucoup plus digital, qui sera un peu plus épuré, mais qui ne sera pas un service comparable à ce qu'il y a dans les compagnies qu'on appelle des compagnies low cost. L'objectif de réduction de coûts via Boost, c'est quoi ? L'objectif de réduction de coûts est de l'ordre de 20%. Important, effectivement. Et donc, finalement, on a noté il y a quelques semaines que les pilotes, c'est-à-dire les sacro-saints pilotes, sont d'accord. Ils ont fait un référendum et ils ont dit on est d'accord. Mais ils sont d'accord pourquoi ? Pour voler plus, pour être moins payés. Ils sont d'accord sur quoi ? Alors, les accords dans une compagnie aérienne, il n'y a pas qu'Air France, sont très compliqués. Ça existe dans toutes les compagnies aériennes. Généralement, il y a un accord qui s'appelle une scope clause, enfin peu importe, un accord de périmètre, et qui nécessite l'accord du syndicat des pilotes, c'est vrai dans les compagnies américaines et dans les compagnies européennes, pour créer une nouvelle compagnie qui, quelque part, fait un peu remplace la compagnie existante. Donc, pour créer cette nouvelle compagnie, nous avons besoin de la signature du syndicat des pilotes. Syndicat des pilotes qui a lancé une consultation auprès de l'ensemble des pilotes pour savoir si ils approuvaient le principe de cette nouvelle compagnie. Et malgré une question quand même assez largement biaisée, les pilotes ont répondu que oui, ils étaient d'accord avec une forte majorité sur la création de cette compagnie. Et actuellement, on est en train de négocier avec le syndicat, une négociation qui est longue et difficile et compliquée. D'une part, les détails de la création de cette compagnie et puis les contreparties que, effectivement, nous demandons aux pilotes pour permettre d'avoir leur participation à l'abaissement des coûts. Et donc, comme c'est en pleine négociation, je ne serai pas plus spécifique sur ce sujet-là. D'accord, mais tu es quelqu'un qui est réputé pour avoir un sens de la négociation sociale. Quand tu t'es trouvé face aux pilotes, est-ce que c'est un syndicat différent de ceux que tu as rencontrés ? Forcément, il est différent parce que la spécificité du métier de pilote fait qu'on ne peut pas les comparer avec un autre métier. Et donc, effectivement, ils ont des positions très, très précises. Ils sont très pointus sur leurs demandes. Ils ont une vision de l'entreprise et du monde aérien qui est très construite. Donc, c'est un syndicat qui est un syndicat spécialiste, j'aime pas le mot corporatiste, mais qui défend les intérêts d'une profession et qui, en tant que tel, est difficile parce que il est très, très très précis dans ses demandes et très accrocheur, disons. Et penses-tu qu'ils aient une responsabilité dans les coûts élevés d'Air France ? Je pense que eux, comme tout, les coûts élevés d'Air France, je répète, c'est à la fois... Non, mais je parle des coûts endogènes, je ne parle pas de l'environnement. Oui, mais ils ont une responsabilité, comme on a une responsabilité l'ensemble des parties prenantes internes et externes d'Air France. Donc là-dessus, après, mesurer quel est le pourcentage de chacun, non, c'est pas... Enfin, clairement, moi, j'ai pas voulu, en arrivant, et c'est ce que j'ai essayé de créer comme différence, de pas faire des benchmarks et de ne pas rentrer dans une démarche culpabilisatrice du style, voilà, vous êtes payé 20%, 15%, 5% de plus que tel autre pilote ou hôtesse ou personnel au sol chez Lufthansa, etc. Parce que ça n'avait pas permis d'avancer. Mais clairement,
moi, c'est ça la base du projet, c'était de dire Air France manque de croissance. Ça fait 5 ans que la compagnie stagne parce que les coûts ont été réduits. Et donc, ce que je vous propose, c'est de repartir sur de la croissance. Pour avoir de la croissance, il faut acheter des avions. Pour acheter des avions, il faut avoir des capitaux. On est trop endetté déjà, même si la dette a fortement baissé. Le ratio EBITDA sur dette est passé de plus de 5 à 2,9, ce qui rentre dans des zones plus acceptables, mais on ne va pas l'alourdir. La capitalisation est très basse et ne nous permet pas de faire appel au marché. Par conséquent, ces ressources, il faut qu'on les trouve en interne et on vous propose, et donc il faut dégager des cash flows supérieurs. Donc il faut qu'on travaille ensemble. On a bien vu les recettes, on va y travailler avec des partenariats à travers le monde, mais ce n'est pas là qu'on va avoir le vrai delta. Donc il faut qu'on travaille ensemble sur les coûts et on vous propose de travailler ensemble sur les coûts en partant d'abord de ce qu'on peut faire sur la mainline et ensuite de chercher des coûts inférieurs avec cette nouvelle compagnie. Donc on est parti sur une vision d'avenir et les efforts de l'ensemble des parties prenantes pour atteindre cet objectif qui est celui de la croissance. J'ai bien compris que tu ne veux pas les culpabiliser, mais quand même, quand tu as fait ton tour de piste, tu avais demandé d'ailleurs à un autre spécialiste de la négociation sociale qui n'a pas un foudre de guerre de relations sociales, c'est l'ancien patron de la Poste, Jean-Paul Bailly, et de la RATP également. Et qu'est-ce qu'il dit très clairement, Jean-Paul Bailly? Il faut un langage de vérité. Est-ce que tu ne crois pas qu'en disant on va parler plutôt de croissance que de coûts, c'est un langage de vérité? C'est un langage de vérité. D'une vérité. Non, mais c'est de dire, de toute façon, si on veut de la croissance, il faut abaisser les coûts, et donc il faut que chacun, dans son rôle, fasse les efforts nécessaires pour abaisser les coûts. Mais le langage, je veux dire, on les tient à l'intérieur des instances. Il n'y a pas forcément besoin de les mettre sur la place publique. Je veux dire, ils sont parfaitement informés. On fait des séances d'information avec l'ensemble des organisations syndicales sur les économies de ligne pour leur expliquer ce qui se passe sur telle ligne, ce que font les concurrents, les coûts, les recettes, etc. Donc il y a, je veux dire, on ne cache pas la poussière sous le tapis, mais simplement on s'est donné un objectif global de croissance qui nécessite d'avoir une baisse des coûts et on travaille en interne pour préciser là où ils doivent, où doivent se trouver les efforts. Il était nécessaire de sacrifier le président d'Air France, Frédéric Gaget, pour envoyer un message aux syndicats? C'était pas pour envoyer un message aux syndicats, mais clairement, d'abord, il a sacrifié Frédéric, qui est un très bon financier, et maintenant le financier du groupe est totalement épanoui dans cette fonction. Et je suis ravi d'avoir quelqu'un qui a été chez Air France, qui a été directeur financier pendant 5 ans de KLM, qui connaît tout des deux compagnies, de travailler sur la stratégie financière du groupe, qui est quelque chose de très important. À un moment donné, et ce n'est pas vis-à-vis des syndicats, c'était vis-à-vis de l'ensemble des personnels, il fallait donner, je veux dire, le sentiment qu'une page a été tournée, qu'on entrait dans une nouvelle forme de management. C'est pas plus, pas moins. À une audition devant les parlementaires, il te posait la question de savoir si le groupe Air France était mortel. Tu as eu cette réponse, si je ne me trompe pas, peut-être que je la reformule un peu rapidement, non, mais un risque de déclin, de passer en troisième zone. Ça m'a fait penser à une citation que Pascal Lamy faisait sur la France, où on lui posait la question du déclin. Il y avait exactement la même réponse que toi. Oui, c'est un lent déclin qui peut nous faire passer exactement en troisième zone. Est-ce qu'on ne peut pas faire un autre parallèle entre Air France et la France, que parfois on ne dit pas les choses suffisamment fortes dans notre pays par rapport justement à un risque de déclin? Alors, clairement, ma hantise, c'est Alitalia. Bon, c'est drôle parce que c'est exactement ce que disait Pascal Lamy. Sa hantise, c'est l'Italie. Ouais. Non, mais c'est le parallèle. Je ne savais pas, mais lorsque Air France a acheté KLM et Alitalia avaient la même chiffre d'affaires, 6 milliards d'euros. Aujourd'hui, KLM en a 9 et Alitalia 3. Et au départ d'Italie, Alitalia est je crois, 3e après
Air France KLM et Emirates et Lufthansa, donc le 4e transporteur intercontinental au départ d'Italie, alors que nous sommes les premiers en France, British les premiers en Angleterre, etc. etc. Donc ça veut dire une forme de déclin. Donc ça, c'est clairement pour moi la hantise, c'est et c'est, je veux dire, tout le projet, c'est justement de repartir sur un chemin de croissance. Alors, après, dire les choses, vous pouvez les dire, c'est pas la peine de les clamer, c'est pas la peine de culpabiliser les gens. Enfin, moi, c'est ma théorie. Donc, clairement, là-dessus, le parallèle est assez juste. Quelqu'un me disait, quand je suis arrivé, Air France, c'est la France. C'est flatteur, c'est vrai parce qu'à l'étranger, clairement, on est une partie de l'image de la France, mais c'est aussi la France en ce sens que c'est compliqué à faire évoluer et généralement l'entreprise, alors pour le pays je ne sais pas et j'espère pas en tout cas, mais l'entreprise arrive à bouger lorsque on est au bord du précipice. Ça a été le cas avec Christian Blanc parce que là il y avait un état pratiquement de cessation de paiement. Ça a été le cas récemment avec les plans Transform et Perform parce que l'entreprise perdait énormément d'argent. Et dès que ça va un peu mieux, même si la baisse du coût du pétrole est largement une des raisons principales à l'embellie, il y a la difficulté à vouloir avancer. Alors, il faut balancer entre le catastrophisme qui fait que les gens ils déposent le sac ou les armes et le fait de dire la vérité, mais en donnant une vision qui est une vision de possibilité de croissance, mais en martelant le fait qu'il faut continuer à faire des efforts. Donc moi, je suis plus, peut-être par nature, mais aussi par conviction, enclin à montrer une voie qui est celle de la croissance, mais en indiquant un chemin qui est effectivement un chemin des efforts et des réformes à faire. Je t'ai beaucoup interrogé sur la santé du groupe, sur le produit. Je pense que la salle va pouvoir le faire bientôt parce qu'on a devant nous tous autant de clients d'Air France. Je voulais terminer sur un aspect un petit peu plus politique. Donc on est en pleine campagne. Quand tu regardes les programmes des candidats, comme on va le faire à fond la semaine prochaine dans Challenge, quel est objectivement, par rapport aux mesures qu'ils proposent, le meilleur candidat pour Air France? Et tu penses que je vais répondre à la question? Mais bien sûr. Je pense que, je ne sais pas si... Il n'est pas nécessaire d'espérance d'espérer pour Mélenchon, plus augmentation du SMIC, okay. Tout ça. Tu évoquais un différentiel de charge sociale avec les Pays-Bas. Bon, il y a... Clairement, premièrement, j'ai expliqué que l'entreprise a besoin d'ouverture, a besoin de liberté de circulation, etc. Bon, donc deuxièmement, on enlève une candidate. Je te laisse faire. Deuxièmement, on est une entreprise franco-néerlandaise. Donc on est une entreprise européenne et moi je crois beaucoup à l'Europe. D'abord de manière philosophique et aussi parce que très clairement Air France sans KLM ou KLM sans Air France ne pèserait rien. Donc c'est clairement une vocation pro-européenne. Donc il y a deux candidats qui ont une vocation pro-européenne. On continue. Et troisièmement, je vous ai décrit l'environnement français. Je pense qu'il y a des efforts à faire dans cette direction-là pour créer un environnement qui, par rapport, alors je parle du secteur aérien, qui par rapport à nos concurrents européens soit plus neutre et soit moins handicapant qu'il ne l'est aujourd'hui. On s'est réveillé ce matin avec une petite panique. Tout d'un coup, si Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen se retrouvaient tous les deux au second tour, est-ce qu'à Air France, on a travaillé sur un scénario en cas de sortie de l'euro ? Alors, premièrement, il y a les élections présidentielles, les élections législatives, etc. Après, il faut attendre d'avoir la politique du gouvernement définie. Et pour l'instant, on n'a pas travaillé sur des scénarios de ce type-là. Et je termine sur un point qui va bien au-delà des élections, qui est sur l'image de la France. Est-ce que cette fameuse image qu'on a
connu maintenant il y a un peu plus d'1 an des négociations sociales avec chemise arrachée. C'est quelque chose qui est dur pour l'image de la compagnie. Est-ce qu'on t'en parle à l'étranger ou tout ça, c'est maintenant totalement oublié? On n'en parle pas. Je pense que ça reste dans certains esprits, mais que ça a tendance à s'effacer. Très bien, donc on va donner la parole à la salle, en commençant par nos amis de Bain et de Publicis Média. Olivier, c'est à toi. Bonjour Monsieur Janaillac. Vous avez parlé des différences entre les deux piliers du groupe, l'un en France, l'autre aux Pays-Bas, en termes de fiscalité et de charges sociales. Ce qui m'intéresserait, c'est de comprendre également les différences que vous voyez en termes de culture d'entreprise, culture de management, culture de dialogue social. Et est-ce qu'il y a des choses que vous voyez aux Pays-Bas que vous souhaiteriez voir plus souvent en France? Alors, clairement, la culture néerlandaise est assez différente de la culture française. Alors, les spécialistes de l'Europe disent que c'est les deux cultures les plus opposées. Je ne sais pas si c'est exact ou si c'est pour nous consoler quand on nous dit ça. Les Néerlandais sont des gens extrêmement directs, et donc ils vont directement au point, parfois un peu brutaux. Ils ne s'embarrassent pas de précautions. Donc là, il y a un gap culturel qui fait que de temps en temps, c'est un peu compliqué parce qu'on surinterprète des déclarations qui sont faites sans... Pas de façon agressive. Après, dans la culture d'entreprise, clairement, les pays, la culture collective des Pays-Bas a été façonnée par la culture du polder, à savoir qu'il fallait qu'ils s'entendent à plusieurs pour savoir à quel moment ils enlevaient les barrages, ils faisaient venir l'eau, etc. pour leur champ. Donc il y a une culture collective et de travailler ensemble qui est infiniment plus forte qu'en France. Et il y a des syndicats, c'est un peu compliqué à interpréter. J'ai déjà vécu ça chez Transdev parce que notre principale filiale était néerlandaise. C'est que vous avez d'un côté, quand on avait un comité européen, c'était intéressant, d'un côté des syndicats français qui étaient verbalement très agités et assez contestataires, et des syndicats néerlandais qui étaient beaucoup plus gestionnaires, mais avec lesquels il fallait passer beaucoup plus de temps et où c'était beaucoup plus compliqué de discuter parce qu'ils ne s'arrêtaient pas aux imprécations et aux grandes formules. Il fallait rentrer dans le détail des dossiers. Donc ces deux cultures, c'est clair que la grosse différence, c'est ce qui a trait au mouvement de grève, clairement, et c'est ce que les Néerlandais ne comprennent pas des syndicats français, c'est ce qu'ils estiment être des grèves qui leur paraissent arriver trop tôt dans le stade des négociations. Aux Pays-Bas, on passe beaucoup plus de temps. Lorsqu'il y a un projet sur lequel ils ne sont pas d'accord, ça met beaucoup plus de temps, beaucoup plus de mois à le faire avancer. Et les mouvements de grève sont souvent beaucoup plus symboliques et n'arrivent que vraiment s'il n'y a pas d'autre moyen à la fin du processus. Donc voilà, c'est ça les grandes différences entre la culture syndicale néerlandaise et la culture syndicale française. Mais sur le plan collectif, c'est impressionnant parce que tu évoquais un État qui coûtait moins cher aux entreprises, alors qu'on a le sentiment que la protection sociale aux Pays-Bas n'a rien à envier à celle que l'on connaît. Je pense que ça coûte sans doute un peu plus cher aux salariés et moins aux entreprises, effectivement. Jérôme Batou, donc pour Publicis Média. Merci Vincent. Bonjour monsieur. Après le lancement de Hop il y a quelques années, vous nous avez touché un mot du projet Boost, qui consiste donc à lancer une compagnie aérienne moyen et long courrier de type low cost, avec aussi l'enjeu de mieux cibler une clientèle en particulier, qui est la clientèle des millennials, sur laquelle il y a énormément d'enjeux dans le secteur de l'aviation civile. Je trouve que ça suscite deux questions. La première, c'est comment lance-t-on une marque dans un secteur aussi concurrentiel que l'aviation civile dans les années 2017 ? Et la deuxième question serait de savoir les transformations qu'implique ce ciblage plus efficace d'une population en particulier qui aussi installe les nouveaux modes de consommation dans votre secteur, les millennials à nouveau.
Alors, je disais tout à l'heure que le projet de Boost est à la fois un projet sur les coûts, mais aussi un projet de produit. Et d'après nos études et nos enquêtes, l'image d'Air France par rapport à celle d'autres compagnies plus jeunes de création est moins forte sur le segment des millennials que sur d'autres segments de population. Et donc l'idée, c'est de bâtir une offre qui, à la fois dans ses services, mais aussi dans son image, dans son marketing, etc., nous rapproche de l'univers de ces millennials. C'est là-dessus, un des moyens, c'est de travailler sur le digital, de faire de cette marque une marque digitale native. C'est-à-dire qu'on pense ces processus, contrairement à ce qu'on fait maintenant, non pas adapter ce qui existe en le digitalisant, mais en raisonnant, je veux dire, à partir du digital. Et d'ailleurs, Air France a un partenariat avec le campus d'HEC sur ce domaine du digital, et on compte bien utiliser le travail fait sur le campus pour nous donner des idées. Alors ça va dans tout ce qui est avant, pendant et après le voyage de relations. Déjà, mon arrivant, j'étais étonné et agréablement surpris par le fait que, et c'est les gens de Twitter ou de Google en France qui nous ont dit, mais vous savez, votre groupe fait partie des groupes les plus avancés en termes de relations digitales, sinon un des deux les plus avancés. Donc on ne part pas de rien, mais l'idée c'est d'aller dans un stade supérieur pour simplifier, pour rendre plus direct, plus personnel la relation avec nos passagers, et avec un style, je veux dire, qui passe par l'uniforme, par exemple, des hôtesses et des stewards, qui soit, je veux dire, toujours représentant l'élégance française, mais avec sans doute une touche un peu plus jeune, un peu plus, entre guillemets, millénial. Tu ne vas pas nous faire du orange à la EasyJet? Non, ça ne sera pas orange, on reste fidèle à nos couleurs, ni vert à la Transavia, parce que c'est aussi une couleur emblématique de Transavia, mais ça part sur les repas à bord, sur le type de service, sur les distractions à bord, sur la façon dont on gère, et puis ça va passer aussi sur le pricing, ça va passer aussi par des méthodes de marketing qui correspondent plus à la façon de voyager de ce type de population, alors qui est non seulement française, mais qui est aussi internationale. Et parmi les milléniaux, ceux qui sont sans doute actuellement le plus avancés en termes de digitalisation sont vraisemblablement les Chinois. On a une très forte présence en Chine. On travaille beaucoup avec les groupes chinois d'Internet, et la Chine actuellement nous sert pas mal de laboratoire pour toute cette façon de vivre, parce que c'est un pays qui a, comme la France, des traditions très anciennes, une culture très ancienne, et qui est capable de s'adapter à ce monde nouveau du digital. Donc c'est une source d'inspiration. Tu ne vas pas nous lancer Boost sur la ligne Pékin-Shanghai quand même? On n'a pas décidé encore des lignes sur lesquelles on allait mettre Boost. Quand est-ce d'ailleurs que la compagnie devrait être en ordre de marche? L'objectif, c'est l'hiver 2017 pour les liaisons moins courriers et l'été 2018 pour les liaisons long courriers. Et il y a toujours cette idée de le limiter à 10 avions, comme l'a demandé impérativement le syndicat des pilotes? C'est une offre qu'on a faite. Effectivement, ça fait partie du schéma d'avoir 10 avions long courrier et 18 avions moyen courrier. D'accord. Une autre question de la salle, s'il vous plaît. Monsieur, juste devant, là, si vous aviez un micro arrive. Merci d'avoir la gentillesse de vous présenter. Oui, c'est une question sur le dialogue social, parce que c'est un sujet qui a été permanent entre RATP... Vous êtes, pardonnez-moi... Ah, pardon, je m'appelle Thierry Decassin. D'accord. Dialogue social.
On a l'impression, en voyant ce qui se passe à RATP, Transdev, Air France, que c'est pas quelque chose qui est très vivant aujourd'hui. Le dialogue social, c'est quelque chose, c'est un jeu de rôle entre le patronat, les salariés. C'est un peu nécrosé. Est-ce que vous, votre tendance, est de se dire, je vais essayer de parler directement aux salariés, comme vous avez fait avec Transdev 2020, vous avez fait une consultation, vous avez consulté tout le monde avec des moyens assez modernes, des plateformes, etc. Ou c'est d'essayer de transformer justement ce dialogue social institutionnel en quelque chose d'autre? Et si c'est le cas, de quoi rêvez-vous en termes de dialogue social institutionnel? Alors, clairement, on ne peut pas se passer des organisations qui représentent le personnel. Combien il y en a à Air France? Il ne sait même pas. Non, on disait 14 à un moment donné, si mes souvenirs sont bons. Oui, enfin, il y en a 14. Représentatives, il y en a 2 chez les pilotes, 3 chez les PNC, ça fait déjà 5. Et non, il n'y en a pas 14, mais il doit y en avoir 12 à peu près. Ouais, et puis au sol, il y en a... Fastoche de parler avec 12 syndicats. Alors, c'est pas... Oui, là, c'est un peu spécifique, les compagnies aériennes, parce que, je veux dire, chez nos confrères, alors, il y en a moins aux Pays-Bas, par exemple, ou en Allemagne, mais il y a des spécificités telles que, de toute façon, il n'y aura pas une seule organisation syndicale pour l'ensemble du personnel. Bon. Mais entre une seule et 12, je conviens qu'il y a de la marge. Donc, je suis convaincu qu'on ne pourra pas se passer d'organisations représentant le personnel, mais que les moyens d'information démocratique directe, ça ne veut pas dire grand-chose, mais les moyens d'information et de messages adressés en direct à la population sont un moyen, non pas d'outrepasser, mais c'est un moyen d'avoir une parole directe. Et d'ailleurs, quand je vous ai dit tout à l'heure le manque de confiance, c'était symptomatique de voir qu'il y avait également un manque de confiance des personnels vis-à-vis de leurs organisations syndicales. Clairement, le manque de confiance pour les structures, qu'elles soient les structures de direction ou les structures de représentation, existait également. Donc, il faut rebâtir ça, mais il faut rebâtir ça au plus près, je veux dire, de la vie des gens. C'est ce qu'on arrive à faire, je pense, à peu près pour le personnel au sol, parce que là, il y a des gens qui se voient tous les jours. C'est la grande difficulté de l'ensemble des compagnies aériennes, d'ailleurs, c'est que vous avez des personnels navigants qui n'est pratiquement jamais dans l'entreprise. En gros, le personnel navigant, alors ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'en fait, ils ne se connaissent pas entre eux. Ils arrivent pour un vol sur le long courrier, ils font le vol, ils reviennent, et puis ensuite, ils peuvent ne jamais retravailler ensemble. Donc, il n'y a pas de véritable unité. Ils arrivent 1 heure avant le vol, ils font le vol, ils reviennent pour le long courrier, puis ils repartent chez eux. Donc, c'est très compliqué d'avoir des moments ou des lieux pour leur parler. Mais grâce aux méthodes internes, tous les circuits d'intranet, etc., on arrive à faire circuler l'information. Après, c'est plus compliqué de recueillir les attentes et ce qu'ils souhaitent. Et on a un problème spécifique donc pour le personnel navigant. Exact. Une autre question. Je vois monsieur là-bas, toujours au milieu. Merci. Philippe Motte. Concrètement, quelle est la différence de salaire qu'il y a entre un pilote Air France et un pilote des compagnies low cost style Ryanair? Et même question sur le coût social différencié entre ces deux types de compagnies. Ryanair a un modèle qui est quand même assez spécifique. EasyJet est plus classique. Ryanair se caractérise par le fait d'avoir des pilotes qui sont des entrepreneurs individuels. C'est un peu comme Uber, sauf que pour l'instant, le patron de Ryanair ne leur a pas demandé d'acheter l'avion, ou de louer l'avion. Donc, mais je veux dire, vu son inventivité, pourquoi il n'arriverait pas là? Donc ils ont un système qui jongle quand même avec les limites de la légalité. Donc là-dessus, c'est extrêmement compliqué à comparer.
Bon, les pilotes d'EasyJet sur le moyen courrier gagnent sans doute, alors après c'est le problème des charges, des impôts, etc., mais enfin en gros gagnent sans doute à peu près la même chose que les pilotes d'Air France, mais effectuent plus d'heures. Alors s'ils effectuent plus d'heures, c'est pour deux raisons. Premièrement, c'est le modèle d'organisation des low cost et chez Transavia, ils font à peu près le même nombre d'heures de vol que chez EasyJet. Une compagnie low cost part le matin et fait des allers-retours sans cesse parce qu'ils n'ont pas besoin de ce qu'on appelle de nourrir le hub. Et nos vols moyen courrier en particulier sur Roissy, les avions attendent plus longtemps parce que il faut qu'ils s'occupent de transférer les bagages, qu'ils attendent les passagers qui arrivent des vols long courrier, etc. Donc dans ces comparaisons de combien gagnent, etc., par rapport aux heures de vol, etc., il y a les conditions de travail, il y a liées aux accords, mais il y a aussi l'organisation des vols qui sont liés au programme et qui sont liés au business model des entreprises. Et puis après, il y a tout ce qui est l'environnement social. Donc les comparaisons sont extrêmement compliquées. La réalité, c'est que si vous prenez le coût au siège kilomètre offert, on a un coût chez Air France qui est bien supérieur à celui d'EasyJet, mais on a aussi une recette unitaire qui est liée à ces conditions, d'exploitation, qui est aussi bien supérieure. Voilà. Donc j'ai l'air de ne pas répondre à la question, mais il faut se méfier des schémas trop simples, parce qu'ils ne correspondent pas vraiment à la réalité. Ce qu'il faudrait regarder... Juste sur l'aspect que tu dis coût, en ayant bien en tête ce que tu dis sur l'aspect recette, en gros, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre EasyJet et vous ? Si je prends à situation comparable Transavia et EasyJet, la différence elle est très minime parce qu'ils font le même métier et les différences en dehors des charges sociales est extrêmement faible. Après, la différence, ça va être les différences de charges sociales entre la Grande-Bretagne et nous. Mais si vous prenez un équipage EasyJet basé à Paris et un équipage Transavia basé à Paris, les différences sont très faibles. Avec Air France, c'est plus important, c'est pas exactement le même métier. Et les conditions ne sont pas exactement les mêmes non plus. Il y avait une question là au fond à droite, si c'est possible d'apporter un micro. Merci. Jacques Godefrin, je voudrais savoir les avantages que vous trouvez, si vous en trouvez, à l'actionnariat salarié, et si oui, comptez-vous le développer ? Alors effectivement, les salariés d'Air France sont 6% à peu près du capital. Aujourd'hui, sans augmentation de capital, il n'y a pas de projet de développer l'actionnariat salarié. Si le jour où il y aurait un projet d'augmentation de capital, l'objectif serait effectivement de proposer aux salariés d'y participer. Alors avec l'avantage d'espérer que les salariés se sentent plus proches des intérêts de l'entreprise dans son développement, avec le danger de ne pas leur faire des surpromesses, parce qu'il y a eu des exemples, pas que chez Air France d'ailleurs, mais dans d'autres sociétés où il y a eu des pressions fortes pour faire participer des salariés, des augmentations de capital qui se sont soldées ensuite par beaucoup de déceptions et une forme de ressentiment. Donc c'est un outil, mais à condition de ne pas le surjouer. Une question là juste devant. Bonjour monsieur, Jean-François Fanvanfi. Je voudrais vous faire part d'une expérience. Une expérience client, enfin. Client, voilà. Un mot qu'on n'a pas encore trop prononcé. Il m'arrive assez souvent de voyager sur Air France. Et quand je fais une remarque à un membre du personnel Air France, souvent on me dit écoutez, écrivez parce qu'on a déjà fait remonter le problème. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est sans doute vrai, premièrement, qu'ils ont fait remonter. Il
l'exploitation aérienne est un métier de haute couture et où dès qu'on change un élément, il y a tout un système qui est assez fragile et qui peut être modifié. Donc effectivement, vu par un passager et un personnel navigant, telle question peut paraître simple à résoudre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un process pour la résoudre, mais qui peut entraîner des conséquences sur l'exploitation, sur l'efficacité, sur les coûts, sur d'autres éléments qu'il faut prendre en compte. Donc, je ne voudrais pas donner l'impression que c'est une espèce de machine aveugle où il n'y a pas de réforme entreprise, parce que ce n'est pas le cas. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans les process et les modes d'organisation. Simplement, c'est un ensemble et c'est relativement complexe. Ça ne peut pas se faire d'un coup de baguette magique. Monsieur avait aussi une question, là. Étienne Stoffer, dont je vous pose une question sur la concurrence. Vous avez parlé il y a quelques instants de Ryanair et d'EasyJet. On a l'impression qu'il y a tout de même des distorsions de concurrence très fortes entre Ryanair d'un côté et les autres compagnies, dont bien sûr Air France, sur la partie moyen courrier. Des distorsions de concurrence très fortes entre les compagnies moyen-orientales et les grandes compagnies, disons, flagship européennes. Comment faites-vous pour lutter, lobbying, réglementation, commercialement, pour essayer de limiter ces distorsions de concurrence? Oui, vous avez tout à fait raison. Alors là-dessus, on a deux axes. Un premier axe vis-à-vis de l'État français, des ministères français, ça s'en concerne essentiellement les compagnies low-cost européennes, pas EasyJet, mais essentiellement Ryanair. Et Ryanair nous pose un problème de principe sur deux points. Le premier point, c'est les règles sociales des travailleurs détachés. On a la même situation que le transport routier, à savoir qu'ils basent des équipages à Marseille, par exemple, et qu'ils payent leur charge sociale en Irlande tout en travaillant de façon continue à Marseille. Et ça, ils ont été condamnés par les tribunaux français. Ils ont porté plainte à Bruxelles, mais ça nous paraît tout à fait anormal. La deuxième chose qui est normale avec Ryanair, qui est un grand pourfendeur des aides publiques et qui récolte plusieurs millions d'euros de subventions, entre guillemets, des aéroports français, sur lesquels ils volent. Par exemple, on a porté... en Dordogne, par exemple. Non, enfin en Dordogne, sans doute, oui, j'en sais rien, pourquoi pas. Mais à Montpellier, ils touchent, par exemple, 27 € par passager de subventions pour faire une ligne qui, sinon, ne serait pas viable. Donc ça, c'est des actions sur lesquelles, c'est des points sur lesquels nous agissons auprès des tribunaux français. Vis-à-vis de l'Europe, là, c'est clair que nous souhaitons que des règles européennes soient prises concernant les compagnies du Golfe. Les compagnies américaines ont fait récemment un rapport qui a prouvé que les 3 compagnies du Golfe avaient reçu ces 10 dernières années 50 milliards de dollars de subventions directes et indirectes et qui faussent la concurrence. Et elles ont une croissance démesurée. Par exemple, en 2020, il y aura 800 avions long courrier aux États-Unis, il y en aura 1200 en Europe, il y aura 2000 en Asie, il y en aura 1000 dans les États du Golfe. Je veux dire, c'est complètement dément. Et elles ne peuvent, et en particulier les deux plus petites, Qatar et Etihad, ne peuvent y arriver que par des subventions directes de leur gouvernement. Et j'ai vu les commissaires européens, le français, le néerlandais, la commissaire au transport, et avec le patron de Lufthansa, le commissaire allemand, et clairement en attirant leur attention sur le fait que c'était un problème d'emploi, mais c'était aussi un problème de souveraineté. C'est-à-dire que si l'Europe ne fait rien, d'ici peu, l'Europe n'aura plus de liaison directe avec la partie la plus dynamique du monde, c'est-à-dire le sud-est asiatique. Le groupe Lufthansa a supprimé 20 destinations dans cette région du monde ces dernières années. Nous, on en a supprimé avec KLM une quinzaine. On n'a plus de liaison directe, par exemple, avec Kuala Lumpur en France. Bientôt, on n'aura plus avec Jakarta, etc., etc. Et tout ça, c'est parce que nous ne sommes pas contre la concurrence, mais nous avons en face de nous, non pas des entreprises commerciales, mais des outils d'État qui font de leur compagnie aérienne un outil
un moyen à la fois de souveraineté, de présence et de développement économique. Et là-dessus, la concurrence n'est pas tenable. Donc là-dessus, on a trouvé les commissaires européens tout à fait réceptifs à cette situation-là. Et nous, ce qu'on demande simplement, c'est qu'elle respecte les règles internationales, c'est-à-dire les règles de l'OMC, les règles de l'OIT, ce qui nous paraît être le minimum de ce qu'on peut demander à des compagnies qui volent à partir de l'Europe. Alors Jean-Marc, il nous reste quelques minutes à passer ensemble, le temps de quelques petites questions personnelles. Je me souviens d'il y a 1 an où on parlait de toi, c'était au moment où il y avait les discussions pour trouver un successeur à Alexandre de Juniac, et tu m'avais fait cette confidence que je me permets de retranscrire. Surtout, n'évoque pas le nom de François Hollande, notre camarade de promotion, comme s'il fallait surtout pas devoir quoi que ce soit à François Hollande. Et c'est vrai que Jean-Marc a une spécificité, c'est le seul qui a été à HEC avec Hollande et à l'ENA avec Hollande, il n'y en a pas d'autres, et qu'ils ont des relations forcément proches depuis cette époque-là. Et ça me fait penser à Macron aujourd'hui qui dit « Non, je veux surtout pas que Hollande dise quoi que ce soit en ma faveur », mais enfin, dire qu'est-ce que c'est que cette peur de notre ami, de notre camarade de promotion? Il pouvait torpiller ta nomination. Il se trouve qu'effectivement, j'ai connu François Hollande à HEC et que on a une relation personnelle d'amitié. Et que j'ai essayé de ne pas jouer là-dessus et de ne pas avoir d'interférence dans un sens comme dans l'autre. Voilà, un point c'est tout. Et je souhaite que alors, ça sera plus facile après le mois de mai que ça l'a été pendant ces dernières années de faire la part des choses, mais je souhaite qu'on en reste là. Il y a eu un petit comité de la promo 75, je vous fais une confidence, à l'Élysée. Je n'en faisais pas partie, mais Jean-Marc y était, juste avant quelques semaines avant qu'il abandonne l'Élysée. Qu'est-ce qui vous a raconté notre cher camarade à la douzaine d'HEC qui était là? Il a fait parler chacun sur ce qu'il avait fait, mais comme j'avais une obligation après, je suis parti avant la fin, donc je ne sais pas ce qu'il a raconté après que chacun soit intervenu. Il devait savoir. Je vous mens pas, c'est la réalité. Il devait savoir ce que tu faisais. On a mis en avant ce qui a été ton courage dans tes fonctions précédentes à Transdev. À quel moment il a fallu que tu fasses preuve de courage, là encore, avec un État qui n'était pas facile? Sur la SNCM, c'est clair qu'on avait tout le monde contre nous. On avait les syndicats, on avait la direction de l'entreprise qui s'était liguée avec les syndicats. On avait tous les élus locaux de Marseille et de Corse réunis. Alors, je veux dire, là, il y avait une unanimité totale de l'extrême droite à l'extrême gauche, le maire, le président du conseil régional, etc. Et on avait l'État contre nous. Et là, clairement, à la fois, nos 2 actionnaires, la Caisse des dépôts et Veolia, ont été d'une fermeté totale et nous ont soutenus. Et on a réussi à aller jusqu'au bout parce que, premièrement, on a dit ce qu'on allait faire, clairement, depuis le début, et on a fait ce qu'on avait dit. Et on a réussi à trouver une solution à une situation qui traînait depuis 20 ans et qui a permis, d'une part, à Transdev de pouvoir continuer son développement, parce que clairement la SNCM plombait la situation de Transdev, et sur la SNCM de trouver une solution à la fois économique et sociale à la situation. D'une part, il y a eu un plan social dont personne n'a entendu parler. Clairement, une fois qu'il a été mis en œuvre, je veux dire, il n'y a pas eu de réaction négative parce qu'il a été suffisamment bien calibré, généreux pour que ça soit accepté. Et d'autre part, on a donné les moyens aux repreneurs, ce n'est pas nous qui les avons choisis, de pouvoir repartir sur des bases assainies, c'est-à-dire avec en gros 500 personnes de moins, et ce qui n'était absolument pas nécessaire. Un nouveau mode d'organisation interne, c'est-à-dire un accord collectif
qui soit calqué sur les besoins, c'est-à-dire que les gens ne prennent pas leurs vacances quand les touristes sont là, et donc d'avoir quelque chose qui corresponde plus aux besoins, et troisièmement, sans les dettes, enfin les demandes de remboursement de Bruxelles, qui était une menace de mort sur la compagnie. Mais ça, on a réussi à l'obtenir, et c'était l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt de Marseille, l'intérêt de la Corse, contre tout le monde. Donc là-dessus, il faut être sûr qu'on est dans la bonne direction, avoir le soutien de ses actionnaires, ce qu'on a eu, et puis ne pas dévier de voilà ce que je vais faire, et faire ce qu'on a dit et dire ce qu'on fait. Il faut que je vous fasse une dernière confidence. Vous ne pouvez pas le savoir parce que c'est le bloc sur lequel Jean-Marc note. Alors moi, je pensais que c'était note groupe Air France KLM, le PDG, from the desk off. Et c'est un bloc où il y a écrit directeur général développement groupe. Je ne pense pas que c'est un bloc d'Air France. Ça doit remonter, je ne sais pas, à Maeva, à la Maison de la France. Ça veut dire que tu es un homme extrêmement économe et que tu utilises comme ça des vieux blocs d'il y a 15 ans. Ça veut dire que j'ai travaillé hier soir chez moi pour préparer ce petit déjeuner, et que chez moi, j'ai effectivement des blocs qui correspondent. Alors là, c'est RATP Dev, et donc qui correspondent à ce que j'avais, qui sont plus utiles pour l'entreprise, parce qu'avec mon nom, ça ne sert à rien, et je m'en sers de brouillon chez moi. Voilà, vous vous rendez compte, on peut lui faire confiance, parce que vraiment, il est économe de nos finances. Arthur. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc Janaillac pour cet exposé extrêmement clair. On vous a senti très convaincu de la valeur de votre entreprise. Vous l'avez montré en répondant aux questions parfois piquantes de votre camarade de promo. Vous êtes prêt également à le montrer, le prouver aux investisseurs. Vous nous avez bien expliqué que le problème actuel d'Air France KLM était un problème de coût et non pas un problème de recette. Vous nous avez rappelé que votre taux d'occupation et votre recette unitaire étaient parmi les plus élevés au monde. À cet égard, à l'égard de la réduction des coûts, vous avez salué l'action de votre prédécesseur, Alexandre de Juniac, et vous vous êtes inscrit dans la même démarche de réduction de coûts que lui, en toutefois l'accélérant grâce notamment à votre projet d'une nouvelle compagnie aérienne, Boost, un projet de compagnie aérienne low cost dans les coûts mais pas dans les services. Vous avez également parlé de confiance en expliquant que votre nouveau plan Trust Together était censé rétablir cette confiance, mais en rappelant également le proverbe qui dit que la confiance marche au pas de l'homme et non pas au galop du cheval. En tout cas, vous nous avez, je pense, rassurés sur l'avenir de ce fleuron français qu'est Air France KLM, et nous vous en remercions. Merci également à tous.